section criminelle de Marseille. Je préfère libérer ma conscience et vous dire tout ce qui s'est passé. En effet, je ne suis pas un salaud et je réalise à peine comment j'ai pu agir de la manière qui est la suivante. J'ai passé la nuit de dimanche à lundi dans mon véhicule. J'avais garé ma voiture dans un chemin de campagne situé non loin de Serlaine dans le Var. Je me suis réveillé assez tard. Je me suis mis au volant de ma voiture et j'ai pris la direction d'Aix-en-Provence par des petites routes. Je ne peux vous donner de précisions sur les horaires car ma montre est en réparation et celle du tableau de bord de ma voiture ne fonctionne plus. Je suis arrivé à Marseille et j'ai pensé retrouver un camarade de l'armée qui se nomme Benvenuti et qui demeure avenue Alphonse Daudet au numéro 51. Sans trop connaître Marseille, j'ai donc garé mon véhicule et je pensais aller me promener à pied. À un moment, j'ai remarqué 2 jeunes enfants qui jouaient devant une cité. Je ne me souviens pas exactement de l'endroit. Je peux cependant vous dire que cette rue était assez étroite et qu'elle n'était pas bordée d'arbres. Après avoir regardé les enfants pendant quelques minutes, je les ai abordés. J'ai garé mon véhicule à 10 mètres de l'endroit où jouaient les enfants. Il y avait un petit garçon auquel j'ai donné 5-6 ans qui avait les cheveux courts. Il y avait également une petite fille qui semblait un peu plus âgée, peut-être 7 ou 8 ans. Elle était vêtue de clair, un pull vert et un pantalon court. Je me suis approché de ces enfants et je leur ai demandé s'ils avaient vu une bête. Je ne me souviens pas très bien des termes que j'ai employés et je pense qu'il s'agissait de chien ou de chat. Le petit garçon est parti de son côté pour chercher la bête. Je suis resté sur les lieux en compagnie de la fille. Les souvenirs me reviennent et je suis en mesure de vous dessiner le plan des lieux. Je m'exécute. Comme vous pouvez le constater sur le plan que je viens de vous dessiner de ma main, les enfants jouaient sur le trottoir qui longeait une rue en pente devant un immeuble situé à gauche en bas de la rue. Les enfants étaient sur le trottoir situé en face de l'immeuble. À cet endroit, la rue forme un léger virage. Le petit garçon est parti en direction du haut de la rue pour chercher un animal. J'ai alors discuté quelques instants avec la petite fille et elle est montée sans difficulté dans la voiture. Je vous précise que lorsque le petit garçon est parti rechercher l'animal, nous nous trouvions tous les trois à hauteur de ma voiture et sur le même trottoir. Quand nous fûmes seuls, la petite et moi, je lui ai proposé de monter en voiture pour aller nous promener. J'ai formulé cette offre à 2 reprises, car la première fois, elle a hésité. Finalement, elle a accepté. Je suis monté le premier dans la voiture, je lui ai rabattu le siège avant et la petite a pris place à l'arrière. Je précise que la porte côté conducteur de ma voiture était bloquée, ce qui m'a obligé moi-même à monter par le côté passager. Je me trompe, la porte n'était pas bloquée à ce moment-là. Je suis monté par le côté gauche. C'est seulement après l'accident que la portière gauche a été bloquée. J'avais garé mon véhicule, l'arrière, face à l'immeuble. Je suis parti devant moi et je me suis éloigné du centre-ville. Après avoir traversé la banlieue, j'ai emprunté une route au virage. Elle montait. Après avoir roulé une dizaine de kilomètres au plus sur cette route, j'ai arrêté la voiture sur un espace situé à droite de la route. L'endroit ne m'a pas paru très vaste. Je me souviens également avoir traversé une petite agglomération. Quand nous nous sommes arrêtés, la petite est descendue de la voiture et s'est assise au bord de la route. J'ai allumé une cigarette et nous avons parlé. Pendant le voyage, nous avons parlé. Je lui ai posé diverses questions sur les conditions de sa vie. Quand elle a vu que nous éloignions de la maison, la petite a dit qu'il était l'heure du repas. Je l'ai rassurée en lui disant que j'allais la ramener chez elle. Nous nous sommes arrêtés que quelques minutes à l'endroit indiqué. Quand nous sommes repartis, la petite est montée à l'avant. Et c'est elle qui l'a demandé. À partir de ce moment-là, nous avons dû rouler encore une dizaine de kilomètres. À un moment, je suis arrivé à un stop et la route débouchait sur une autre plus importante. C'est à cet endroit qu'a eu lieu l'accident. J'ai démarré une seconde vitesse sans voir arriver un véhicule sur ma gauche.
fretin à la portière gauche. J'ai senti que mon véhicule était déporté. Je ne sais pas trop bien dans quelle direction je suis reparti. J'ai senti une forte odeur de brûlé et j'ai compris que je ne pouvais rouler très longtemps dans ces conditions. Le pneu qui frottait contre l'aile faisait un bruit d'enfer. J'étais affolé et je ne me rendais pas compte que quelqu'un me suivait. Je me suis enfui pour 2 raisons. D'abord, parce qu'on ne pouvait penser que j'avais brûlé le stop, et ensuite, à cause de la présence de la petite dans la voiture. J'ai roulé quelques centaines de mètres environ, puis je me suis arrêté. J'ai garé la voiture sur le bord de la route. Ma portière s'étant bloquée à la suite de l'accident, j'ai ouvert la portière côté passager. J'ai laissé descendre la petite fille. Et je l'ai suivie. Je ne me souviens pas que la petite fille ait eu peur des suites de l'accident, et elle ne m'a pas manifesté le désir de retourner chez elle. La petite fille a sauté le caniveau. J'ai également sauté ce caniveau. J'ai pris la main de la petite fille, nous avons parcouru une courte distance, et nous sommes retrouvés en haut du talus. Je vous précise que j'ai dû aider la petite à grimper le talus. J'ai dû la tirer par la main. Question du policier. Pourquoi l'avoir tirée par la main? Pour l'aider à monter le talus. La petite n'a pas manifesté de signe d'inquiétude, je l'affirme. Arrivée sur le talus, l'enfant s'est mis à crier. Elle ne voulait plus me suivre. Elle devait être effrayée suite à l'accident. Je l'ai empêchée de crier en lui serrant le cou avec ma main gauche. L'enfant se débattait. Je vous précise que tout est confus dans ma mémoire parce que les choses se sont passées très vite. J'ai pris un couteau automatique qui se trouvait dans la poche de mon pantalon. J'ai ouvert ce couteau en appuyant sur le bouton et j'ai frappé la petite à plusieurs reprises. À partir de cet instant, je n'ai plus rien vu. Je ne sais plus ce que je faisais. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait du corps. Je ne sais pas si je l'ai traîné par terre. Je me souviens cependant que j'ai arraché des branchages, plus précisément des épineux avec lesquels j'ai recouvert le corps. Je garde encore sur ses mains les traces des piqûres et des coupures des épines et je vous les montre. Je suis retourné sur la route après avoir remis le couteau dans ma poche, si mes souvenirs sont exacts. Je me suis remis au volant de ma voiture et après un parcours, je me suis engagé dans la piste qui donne accès à la galerie. Le long de cette piste se trouve une espèce de place où est étalée de la tourbe. C'est à cet endroit que je me suis débarrassé du couteau. Je l'ai jeté à terre et j'ai donné un coup de pied dedans. J'ai déjà expliqué ça dans ma précédente déclaration, la façon dont j'en suis sorti de la champignonnière. Question du policier. À propos du pull vert rouge. Vous me présentez un pull de couleur rouge qui a été saisi par les gendarmes de Kresk. Ce vêtement n'est pas ma propriété, je ne l'ai jamais vu. Je vous affirme que je n'ai pas violé cet enfant ni procédé à des attouchements impudiques. Question du policier. Pourquoi l'avoir enlevé? Je ne sais pas. Je voulais l'emmener promener. Question du policier. Pourquoi ne pas l'avoir ramenée avant, quand elle l'a demandé? Je comptais le faire. Tout s'est troublé dans mon esprit à partir de l'accident. Je suis incapable de vous en dire davantage. Extrait du livre de Jean-François Le Forcené, avocat de Christian Ranucci, Le fantôme de Ranucci. Première rencontre. Il est assis sur le bas-flanc, dans la pénombre monotée. Il porte la chemise rayée des photos. Il lève vers moi un regard myope et embué. Il chiale en pleine crise de nerfs. Je laisse passer un moment. À quoi cela ressemble-t-il? Y a-t-il dans le regard une lueur, une nuance, quelques signes tangibles de la folie meurtrière?
sa cage, un oiseau affolé. Il n'est même pas sûr qu'il comprenne ce qu'il fait ici, dans cette cellule infecte, avec mon petit costume et ma petite serviette neuve. Monsieur Ranchi, ai-je dit, je suis votre avocat. J'ai vu votre mère, on va s'occuper de vous maintenant. Simplement, il faut me dire si c'est vous qui avez tué cette petite. Mais c'est obligatoirement moi, a-t-il hurlé. Obligatoirement. Il y a des témoins, mais je ne suis pas un salaud. Je vous en prie, dites-leur que je ne suis pas un salaud. C'est tout. C'était la seule réponse que je n'attendais pas. Je n'en tirai pas plus. Le flic est venu me voir, si tout allait bien, il s'est remis à sangloter. Je m'étais fait sans doute un scénario, je l'avais imaginé en quête chez son avocat de je ne sais quelle compréhension de son crime. Au-delà du trac, de la curiosité, voire de la répulsion, j'étais focalisé sur un début d'explication. Je voulais aussi faire en sorte qu'il ne se sente plus seul, installer un rapport de défense, ni juge, ni flic, ni garde chouïrme. La défense, quoi. Du moins, l'idée que je m'en faisais, pour le peu que j'en savais. Et le voilà qui commence à ne pas répondre à ma question. Obligatoirement. Que signifie cet adverbe, sonnant en l'occurrence comme une réserve? Faut-il prêter l'attention du psychanalyste au premier mot du client à son avocat? Prendre garde en quelque sorte à la première impression qui serait souvent la bonne? Curieusement, ce jour-là, alors qu'il avait avoué, il se plaçait avec moi comme de biais par rapport à son crime. Ce fut là ma première interrogation. Elle ne me quittera plus. Je regarde ses mains, elles sont rouges. Des égratignures. Le visage? Bouffi, peut-être tuméfié, sans doute le choc, le manque de sommeil. Il ne se plaignait pas d'avoir été brutalisé. Cela dit, la garde à vue, c'est la garde à vue. Donc, des témoins vous ont reconnu, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Vous me dites, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne peux en donner aucun récit, je n'en garde aucun souvenir, et surtout, je ne suis pas un salaud. Plusieurs personnes avaient été entendues autour de l'affaire. Le 4 juin 1974, Jean Constantino, qui habite résidence des Cerisiers, non loin des Ramblas, famille de la petite Dolores, dépose plainte contre un individu qui s'est livré le 1er juin à des actes impudiques sur ces deux jeunes fillettes. Cet individu portait un pullover rouge. Le même jour, Paul Martel, gardien de la résidence qui a vu le type, confirme un polo rouge vif. Ces gens furent confrontés à Ranucci, qu'ils n'ont pas reconnu. Sur les photos noir et blanc, sur l'une dans des broussailles, une chaussure d'enfant moitié sabot, moitié sandale. Sur une autre, un corps tout petit, désarticulé, bras par-dessus la tête, dissimulé sous des branchages. Sur la dernière, le visage couvert d'insectes et de brindilles d'une fillette, le regard renversé, la mort. Cheveux poisseux, crâne fracassé, gorge lardée de coups de couteau. Il s'agit du cadavre de la nommée Rambla Marie Dolores, née le 31 mai 1966 à Marseille. La taille est de 121 cm. Le corps envahi par des larves nécrophages présente un état de putréfaction débutante. Il présente outre une contusion de la voûte crânienne avec 4 enfoncements localisés, un ensemble de plaies contuses, 15 blessures par arme blanche, perforante et tranchante du type couteau, 3 coupures du dos de la main droite. Ces blessures, en particulier une coupure de la carotide droite, sont la cause directe de la mort. Le sujet appartient au groupe sanguin A. Il n'a pas été observé de traces de violence au niveau de la région génitale. À propos de l'enquête,
avait trouvé 2 cheveux dans sa voiture. L'un, selon les experts, n'était pas incompatible avec la chevelure de la victime, mais sans certitude. L'autre n'appartenait pas à Ranucci. Il n'était donc pas indiscret de s'interroger sur l'identité de son propriétaire. Ceci d'autant plus que, fait remarquable, le test traditionnel des empreintes digitales n'avait rien donné. Aucune trace physique de l'enfant dans la voiture. Pas très loin des lieux de l'enlèvement dans cette cité, des témoins peu avant le crime avaient repéré un homme au pull-over rouge, roulant en Simca, qui accostait les petites filles en utilisant exactement le même stratagème que pour Maria Dolores. Ah, tout à fait différente. Tout à fait différente. Mais alors vous savez qu'on a retrouvé sur les lieux du crime de la petite Maria Dolores un pullover rouge. J'ai suivi l'affaire. C'était donc le même pullover à votre avis que celui que portait l'homme que vous avez vu? Ah, le pullover qu'ils m'ont présenté, c'est le pullover exact qui était sur ce type-là que j'ai vu. Le pullover rouge. Comment expliquez-vous ça alors? Ça me paraît bizarre. Ça ne vous a pas semblé curieux qu'on ne prenne pas en considération votre témoignage? Ça m'a paru un peu louche, moi. D'après mes idées à moi, je dis, ma foi, ils ont l'air de vouloir trouver un coupable, quoi. Il devait être 21h, ce 27 juillet 1976. En fin d'après-midi, le parquet de Marseille nous avait demandé de laisser nos numéros de téléphone personnels. Visiblement, le procureur de la République adjoint voulait faire sobre, dans le ton comme dans le choix des mots. La jeune était toutefois sensible. Annoncer aux avocats d'un condamné à mort le rejet du recours en grâce de leurs clients et les convoquer pour assister le lendemain matin à son exécution n'était pas une simple formalité. Dans l'ignorance des événements qui allaient suivre, nous avions prévu avec Paul Lombard de dîner ensemble ce soir-là avec un couple d'amis dans un petit restaurant où il avait ses habitudes. Je l'ai appelé immédiatement après avoir raccroché. Il venait de recevoir le coup de fil identique. Nous sommes tombés d'accord pour ne rien dire à la mère de notre client. Lombard a tenu à maintenir ce dîner, quitte à ce que nous gardions le secret. La soirée risquait d'être quelque peu irréelle. Mais au fond, il n'avait pas tort. Attendre chacun chez soi, que vienne l'heure de cette chose, eût été pire encore. Mes parents habitaient dans le 9e arrondissement de Marseille, à quelques minutes de voiture de la prison des Pommettes. Je lui ai proposé de nous y retrouver avec notre confrère André Fraticelli. Nous éprouvions le besoin d'être ensemble, de faire cercle peut-être, de nous recueillir. Nous avons dîné comme prévu, parlé un peu de l'affaire, de cette fausse annonce tombée la veille concernant la grâce, due à l'erreur d'une agence de presse qui s'était trompée de dépêche et avait appuyé sur le mauvais bouton. Paul Lombard animait la conversation comme à son ordinaire. Nos convives ne se sont doutés de rien, mais je pouvais voir son trouble et nous évitions de croiser nos regards. On s'est séparés vers minuit. Aucun de nous ne pouvait dormir. J'ai pris une douche, je me suis changé et on s'est retrouvés chez mes parents qui avaient préparé du café avant d'aller se coucher et faire probablement semblant de dormir pour nous laisser seuls. Nous sommes restés tous les trois silencieux à boire notre café. À 3h30, nous avons pris ma voiture et nous sommes dirigés vers la maison d'arrêt. À l'arrivée, il y avait une foule. Des gardes de CRS, des policiers en uniforme, d'autres en civil, de nombreux journalistes, quelques rares badauds, attirés par cette agitation inhabituelle. Les flashs ont commencé à crépiter.
Nous nous sommes engouffrés dans la prison en évitant les micros qui se tendaient. À l'intérieur, l'atmosphère était étrange. La famille a un enterrement. Encore des policiers, des surveillants. J'ai reconnu le président de la cour d'assises, le procureur de la République et Pierre Michel. Pierre. Il fut assassiné le 21 octobre 1981 à Marseille par 2 tueurs à moto. Le juge d'instruction qui remplaçait Ida Di Marino, muté dans l'intervalle à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. J'ai su tout de suite qui était le bourreau affairé dans un coin avec ses 2 assistants en bleu de travail. C'est le seul qui n'avait pas cherché à nous serrer la main. André Obrecht, 77 ans, ancien bootmaker aux courses de lévrier, puis fabricant d'esquimaux glacés avant de trouver sa voie. 321 exécutions au compteur. Le directeur de la maison d'arrêt est venu vers nous avec une sorte de concoction pour nous expliquer la procédure qu'il allait suivre. Je pensais que nous allions nous diriger vers les quartiers de sécurité par les chemins habituels que je connaissais bien pour l'avoir emprunté chaque semaine depuis la condamnation. Mais on nous a fait descendre un escalier étroit qui menait au sous-sol. Nous avons alors parcouru plusieurs couloirs dont le dallage était recouvert de grossières couvertures kaki, comme celles qu'on voit à l'armée, disposées ainsi pour étouffer le bruit de la cavalcade. Il ne fallait réveiller personne, et surtout pas cette fraternité instinctive des taulards face à la guillotine, devenue par une ironie de l'histoire un instrument symbolique des bourgeois tressés contre le populo. La mort vers sa proie irait à pas feutrés. J'étais terrifié à l'idée du premier regard. Qu'allait-il dire? Qu'allais-je lui dire? Il était confiant avec son recours en grâce du fait de l'aversion exprimée par Valéry Giscard d'Estaing à l'égard de la peine de mort. Désormais, il n'y avait plus rien à dire de sérieux, ni à espérer quoi que ce soit. On se remémorait juste cette probable légende selon laquelle l'usage voudrait que le condamné soit gracié si la machine ne fonctionne pas. Ce fut pire que tout. Nous sommes arrivés devant la cage éclairée où il dormait, recroquevillé. Quand les gardiens se sont précipités sur lui pour l'entraver et empêcher tout geste de révolte, c'est nous qui l'a appelé au secours. Mes avocats, je vais leur dire à mes avocats. Quelqu'un lui a assuré que nous étions là. Cela a paru le calmer. Si je devais retenir qu'un instant, ce serait sans doute celui-là. L'avocat général s'est planté devant lui et a prononcé la phrase rituelle. Ranucci, soyez courageux. Votre recours en grâce a été rejeté. Nous l'avions étreint brièvement, chacun à son tour. Il saignait légèrement de la lèvre. Il s'est demandé à haute voix qu'est-ce qu'ils ont raconté à Giscard. Nul ne sait qui il visait. Sur une table, devant la cellule, on avait disposé ses vêtements civils et un petit tas soigné et dérisoire. Depuis sa condamnation, il portait la tenue réglementaire des condamnés. Il a refusé de se changer. Il mourait pieds nus et en pyjama. Je me suis dit, bien fait pour nous. C'est nous tous qui le rendait ridicule. La honte, du reste, était perceptible. Le cortège est reparti en sens inverse, au pas de charge. Paul Lombard, qui marchait à côté de moi, derrière lui, a crié aux 2 gardiens qui l'encadraient, en le maintenant crocheté par les bras qu'on lui avait attachés dans le dos. « Ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. » Les 2 types n'en menaient pas large. « Ne lui fait aucun mal, maître. » Dans la cohue, Paul Lombard et moi, nous nous sommes tenus un instant par la main. Ce geste, presque impudique, nous est venu naturellement et disait sans doute plus que les mots, ce que nous ressentions à cet instant. Le bourreau et ses 2 acolytes attendaient au bout du dernier couloir, dans une pièce munie d'une porte, ouvrant sur la cour de promenade. Cette porte était fermée. Là, une table, 2 chaises en vis-à-vis, à gauche une autre table, un crucifix, une bouteille de rhum, un verre, un cendrier et une boîte d'allumettes. Ils l'ont assis. J'ai pris place devant lui. Le reste
reste de la troupe s'est écarté. Pendant que je lui parlais en essayant de n'être entendu que de lui, ils ont commencé à lui attacher les jambes et les poignets avec de la ficelle d'emballage. À coups de ciseaux gigantesques, ils ont enchancré le col du pyjama. J'étais sidéré par ce que je voyais. Un poulet allant à l'abattoir. Sa mère m'avait donné la veille une lettre à lui remettre au cas où. Je veux que tu saches que tu as été un bon fils, disait-elle en commencement. Il la lut attentivement, sans émotion apparente. Il me paraissait digne simplement. Je lui ai tendu une cigarette et l'ai aidé à tirer quelques bouffées. L'aumônier s'est alors avancé avec un sourire incongru. Ranucci, voulez-vous prier ? Il a répondu par son habituel négatif. Que tu ne sois plus là ne changera rien, lui ai-je dit. Nous continuerons à nous battre pour établir un jour ton innocence, je te le promets. Monsieur l'exécuteur en chef des arrêts criminels a demandé si on pouvait y aller. J'ai fait signe que oui, et me suis éloigné. Dans le fond, adossé au mur, Pierre-Michel était livide. Paul Lambard s'est approché de Ranucci et ils ont échangé quelques mots. C'est là qu'il nous a lancé son dernier regard en disant « Réhabilitez-moi ». Les aides du bourreau l'ont alors saisi sous les aisselles et littéralement traîné vers la porte, maintenant ouverte sur la cour. C'est là qu'était dressé l'échafaud. Ils l'ont plaqué contre une planche verticale munie de sangles. Fraticelli s'est approché. Lombard et moi, nous nous sommes détournés. On a entendu le clic de la bascule, le claquement d'une jougue rabattue sous la nuque, le bruit long de la lame qui glisse, le bruit sec de la lame qui tranche. Et a soulevé le cœur, le chuintement d'un jet d'eau pour nettoyer le sol du sang jailli des artères sectionnées. C'était terminé. Il était mort sans un cri. Le temps que le médecin constate le décès, nous sommes sortis de la prison en nous saluant en personne. Une haie de journalistes silencieux. Un seul a demandé « C'est fini ?»« C'est fini », a répondu Lombard. Nous sommes partis. Nous avons trouvé un bistrot ouvert sur le Vieux-Port et bu un énième café avant d'essayer d'aller dormir un peu. Fraticelli s'est porté volontaire pour prévenir sa mère avant qu'elle n'entende la radio. Nous lui en étions reconnaissants. Et le ciel était bleu, parfait. Il n'y avait pas un nuage. Ce serait une belle journée d'été. Soyons précis. Ranucci passe aux aveux le 6 juin à 14h. Il indique s'être débarrassé du couteau dans un tas de tourbe situé à l'entrée de la galerie aux champignons. Il est difficile de louper ce monticule lorsqu'on va sur les lieux le jour même à 17h30 sur instruction du commissaire Alexandra. Les gendarmes entament un ratissage à l'aide d'une poêle à frire, appareil de détection électromagnétique. L'arme est découverte à l'endroit indiqué à 19h25. Les recherches ont duré 2 heures. Le couteau devient le scellé numéro 8. Il est remis au juge d'instruction le lendemain, 7 juin à 10h du matin. Jusqu'ici, pas de problème. L'objet est décrit comme un souillé de taches de coloration brun clair présentant l'aspect habituel des taches de sang. Gendarmerie nationale, procès verbal numéro 610, du 5 juin 1974. La veille des aveux, ce couteau avait été saisi avant d'être découvert. Le 6 juin à 17h30, alors que le couteau ne sera trouvé qu'à 19h25. Pour le coup, on ne passe plus. Ce couteau a donc été saisi avant sa découverte.
procès-verbal policier daté du 6 juin à 20h indique que le couteau est remis au commissaire Alexandra le 7 juin. À propos du pantalon bleu portant une tache de sang, il avait été officiellement saisi dans le coffre de la Peugeot. Sa mère affirmait qu'il n'avait jamais quitté le garage où la police l'avait trouvé. Ranucci et la victime avaient le même groupe sanguin. Son pantalon était un élément à charge en fonction du lieu de sa découverte. Saisi dans sa voiture, on pouvait en déduire qu'il le portait le jour des faits. Là encore, les procès-verbaux faisaient foi. Le pantalon a été saisi dans le garage de la maman de Ranucci. À propos d'une des bizarreries de l'affaire Ranucci, Christian Ranucci quitte Nice le jour de la Pentecôte. C'est sa première sortie avec sa nouvelle voiture offerte par sa mère. Il est à noter que Ranucci se retrouve à tous les endroits où ce jour-là, il y a un rapport avec l'enlèvement de la petite Dolores Rambla. Il est aussi à noter qu'il est à moins de 10 km du village où habite son père, Jean Ranucci, qu'il n'a pas vu depuis plus de 17 ans. Ce village s'appelle Allo. Il est à noter que la tante de Christian Ranucci ne dise pas toute la vérité. D'après une lettre écrite à l'avocat de Christian Ranucci, je cite: « Deuxièmement, cette visite selon mon père a eu lieu au début de la matinée à un moment où mon père n'était pas là. Comment peut-elle dire que selon son père, la rencontre a eu lieu en début de matinée alors que le père était absent ? » Il est possible que le père de Christian Ranucci était bien présent ce matin-là avec sa concubine et que Christian Ranucci de 9h à midi se trouvait assurément dans le village de Allo, à moins de 10 km de là où a lieu le crime. Suite d'un courrier de la tante de Christian Ranucci. La tante de Christian Ranucci situe l'heure d'arrivée de Ranucci à 9h30. Elle essaie de nous dire qu'il n'a pas vu son père. Elle dit que d'après son père, à elle, Christian n'aurait vu que la concubine de Jean Ranucci, qui lui aurait dit « il faut partir ». Le 3 juin 1974, entre midi 15 et midi 30, Vincent Martinez roule sur la route 96, dans le sens Aix-en-Provence-Toulon. Au volant de sa voiture, une Renault 16 blanche, au carrefour du lieu dit La Pomme, à 20 km de Marseille. Son véhicule rentre en collision avec un coupé Peugeot 304, gris métallisé. Ce dernier n'ayant pas respecté le stop, il percute à l'arrière la voiture de Vincent Martinez, fait un tête-à-queue et prend la fuite en direction de Marseille. Vincent Martinez ne peut le poursuivre, vu l'état de sa voiture, mais demande au conducteur d'une Renault 15 bleue qui les suivait, Alain Aubert, de le faire pour lui. Ce dernier accepte et revient quelques minutes plus tard avec le numéro d'immatriculation de la Peugeot 304. Elle a été repérée immobilisée à environ 1 km du lieu de l'accident, sur la commune de Pépin. Vincent Martinez, ayant réussi à redresser l'aile de son véhicule, s'engage dans la Nationale 8 en direction de Marseille. Il ne voit pas le véhicule à l'origine de son accident et poursuit sa route jusqu'à la gendarmerie où il dépose plainte à 13h15. Le propriétaire du coupé 304, immatriculé 1369 SG06, sera plus tard identifié par la gendarmerie. Il s'agit du dénommé Christian Ranucci, représentant de commerce de 20 ans, domicilié à Nice. Vers 17h, dans une champignonnière distante de 2 km du lieu de l'accident, un jeune homme qui s'avérera être Christian Ranucci demande à un habitant du coin, Mohamed Raoult,
1974, à 18h15, le propriétaire du coupé Peugeot 304, ayant été identifié par la gendarmerie comme étant Christian Ranucci, représentant de commerce, domicilié à Nice, est arrêté à son domicile par la gendarmerie de Nice et placé en garde